Le thème de ma communication porte sur l'approche tactique et stratégique dans les démarches diplomatiques du Front populaire ivoirien. Celle-ci se propose de l'aborder en 4 points. Le premier point concerne un rappel notionnel. D'abord, la diplomatie. Cette notion se rapporte à la conduite des relations entre États et a pour but ou pour principe la négociation, la reconnaissance mutuelle et le règlement sans violence des différends entre les États. Elle fait intervenir l'État et ses diplomates, et ce, au regard de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et les relations consulaires. L'évolution des relations internationales a vite fait apparaître cependant de nouveaux acteurs, dont les partis politiques, les ONG, le soldat et même le rebelle. C'est d'ailleurs dans ce sens que Raymond Aron n'a pas eu tort de dire de l'ambassadeur et du soldat qu'ils étaient les deux principaux acteurs des relations interétatiques. À propos du partage du pouvoir, prévu pour être équitable, avec les rebelles lors du sommet de Kléber à la suite de la table ronde de Linas Marcoussis et des accords qui en ont découlé, le président français Jacques Chirac, de mon point de vue, interpella maladroitement dans ce sens certains participants ivoiriens à ce sommet. Disait-il, ce sont eux qui ont les armes et pas vous. Quant à la stratégie, elle est l'art d'obtenir des résultats et de mettre en pratique des idées. Dès lors que vous voulez des résultats, nous disait Robert Greene dans son livre Stratégie, vous êtes en plein dans le domaine de la stratégie. La tactique, quant à elle, s'inscrit dans une stratégie en utilisant la meilleure méthode et les meilleurs moyens pour atteindre un objectif donné et de manière optimale. Le deuxième point porte sur la question de savoir si les démarches diplomatiques du Front populaire ivoirien ont été en phase avec l'engagement diplomatique du président Laurent Gbagbo lui-même. Et la question subsidiaire est celle de savoir si le FPI, le parti de Laurent Gbagbo, notre parti, a pris la juste mesure des négociations, dites négociations de sortie de crise, quand paradoxalement, celles-ci excluaient les institutions de l'État, dont le président Laurent Gbagbo lui-même. Pour répondre à ces deux questions, j'approche de manière contrastée, je fais appel de manière contrastée aux négociations de Lomé et aux négociations de Linas Marcoussis. Les premières, les négociations de Lomé, se sont tenues du 28 octobre au 22 décembre 2002. Elles étaient des négociations entre le gouvernement ivoirien et la rébellion, menées par le président Gnassingbé et Adema à Lomé sous l'égide de la CEDEAO. Ces négociations ont mis l'accent sur une approche que j'appelle approche africaine de la résolution de conflits. Pourquoi? Elles ont certes mis en face à face les deux protagonistes du conflit, le camp du pouvoir et celui des rebelles. Mais par ailleurs, la délégation gouvernementale, composée des représentants des institutions de l'État, de la société civile et des partis politiques dont le Front populaire ivoirien, était conduite par le président du Conseil économique et social, le président Laurent Dona Flogo, un fils du Nord qui représentait le président Laurent Gbagbo pour trouver un terrain d'entente avec le chef rebelle Guillaume Soro, originaire lui aussi du Nord. Qui plus est, l'un et l'autre appartenaient tous les deux à la même ère socio-culturelle sénoufo. Les deux partis étaient parvenus
à un accord pour s'engager à demander au président de la République de prendre des textes à propos de la nationalité, à propos du foncier et à propos de l'article 35 de la Constitution dans le sens de leur révision de manière consensuelle. Cette approche africaine de résolution des conflits tenant compte du contexte et de l'environnement socio-culturel était en passe d'aboutir, n'eût été une fâcheuse immixtion exogène de la France par le président sénégalais Abdoulaye Wade interposé et avec son envoyé, l'ancien ambassadeur français en Côte d'Ivoire, M. Dutel de la Rochère. Les rebelles du coup se sont sentis des ailes. Ils ont tout remis en cause et exigé immédiatement un nouvel ordre politique, de sorte que l'OME et la CEDEAO seront dessaisis par la France au profit de la table ronde de l'Inas Marcoussis. Celle-ci, convoquée pour se tenir du 15 au 24 janvier 2003, nous apparaît comme une chausse-trappe diplomatique française au profit des rebelles. C'était, nous dit Laurent Gbagbo lui-même, je lui emprunte cette citation. C'était, et je cite, j'ouvre les guillemets, une conférence originale, au sens de bizarre, c'est moi qui ajoute, à laquelle, pour régler un conflit dans un pays, l'on a invité des partis politiques et des mouvements rebelles pour prendre des décisions en excluant le président élu et les institutions de ce pays. Fin de citation. Le Front populaire ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo, notre parti y a pris part et a signé ces accords qui n'avaient maintenu le président Gbagbo en poste rien que pour inaugurer les chrysanthèmes, c'est-à-dire sans la réalité, sans la totalité du pouvoir d'État. Le FPI s'est inscrit par l'Inas Marcoussis, interposé de mon point de vue dans une stratégie et une tactique diplomatique française d'exclusion des institutions de l'État. Laurent Gbagbo en tête. Des démarches quelque peu confuses au sens que nous empruntons à Frantz Fanon, sans se tirer de son article sur la mort de Lumumba, avec pour question, pouvions-nous faire autrement? Mais nous comprenons que l'objectif de notre parti était la paix. Mais nous savons en même temps que la France a fini par faire la guerre au président Laurent Gbagbo pour installer Ouattara au pouvoir. La paix voulue par le Front populaire ivoirien a été méconnue par la France. La guerre a été retardée, mais elle finira par avoir lieu. C'est à ce propos que la pensée de Robert Musil, puisée dans son livre « L'homme sans qualité », cette pensée prend tout son sens. Et je le cite. « Rien n'est plus dangereux en diplomatie que de parler de la paix en amateur. Chaque fois que le désir de paix a atteint une certaine intensité et n'a pu être contenu, on a eu la guerre. » Fin de citation. De mon point de vue, un parti n'a pas pour mission de négocier en lieu et place des institutions de l'État et d'engager la responsabilité du chef de l'État. En s'investissant, comme il l'a fait dans la table ronde et les accords de l'Inas Marcoussis, et Kléber ensuite, le FPI s'est inscrit dans une démarche confuse de contournement et d'exclusion du chef de l'État et des autres institutions de la République, volontairement, mais surtout involontairement, vu le contexte. Mais les résultats demeurent les mêmes. Comme il fallait s'y attendre, les 10 accords ont légitimé la rébellion et aggravé le conflit au lieu de le résorber. C'est pourquoi 4 ans plus tard, en 2007, le président Laurent Gbagbo prend lui-même l'initiative de nouvelles négociations en
au Burkina Faso, pour reprendre tout à zéro en Afrique. Ces négociations directes de Ouagadougou entre le gouvernement légal et les rebelles se sont attachés à prendre en compte l'environnement sociétal africain et ont en partie défait les contradictions et les nœuds criards des accords de Linus Marcoussis. Ces négociations n'ont pas tout résolu, mais elles se sont attachées à prendre en compte certains des éléments qui avaient été mis sous le boisseau à Linus Marcoussis. Le troisième point de ma communication porte sur les principes qui mériteraient donc attention, qui mériteraient d'être pris en considération dans les démarches diplomatiques du parti. Il s'agit premièrement, de mon point de vue, de privilégier une approche africaine. Car l'Afrique, il faut que nous le disions, et c'est la conviction du président Laurent Gbagbo, l'Afrique a les instruments sociétaux pour résoudre au mieux les conflits qui y surgissent, pourvu que nous ne cautionnions pas des forces exogènes qui viennent imposer des solutions ne tenant compte que de leurs propres intérêts. Deuxièmement, il nous faut inscrire l'action diplomatique du parti dans une logique panafricaniste, au sens de Kwame Nkrumah, qui donnait à la diplomatie ghanéenne les buts principaux suivants: l'indépendance de l'Afrique et son unité, et au sens de Laurent Gbagbo, qui s'est donné pour paradigme diplomatique, et je cite, le renforcement de la place de l'Afrique sur la scène internationale. Troisième principe, éviter les démarches confuses au sens où je l'ai rappelé tout à l'heure, à savoir que le parti doit inscrire ses pas à la cadence et au rythme de ceux du chef de l'État qui l'a porté au pouvoir. Quatrième principe, avoir les yeux d'Argus, ce berger de la mythologie grecque qui possédait une centaine de dieux, qui ne fermait jamais en même temps. Le parti doit être en veille stratégique, politique, diplomatique. Sinon, il serait borgne ou aveugle diplomatiquement. Cinquième principe, mettre en place un partenariat stratégique. L'expérience syrienne doit nous guider, nous instruire en la matière, car nous savons que désormais c'est un gouvernement invisible dans le monde actuel et aux mains d'une oligarchie financière, non élue par les peuples, qui fait et défait la politique internationale, fait et défait les gouvernements des pays, des petits pays. Oh, ils ne manqueront pas d'inventer de nouveaux concepts. La société dite ouverte opposée à la société dite fermée. C'est l'opposition que fera M. Soros. Les sociétés dites fermées étant celles qui se battent pour leur souveraineté, pour la souveraineté sur leurs richesses. Les ouvertes, dira-t-on, sont celles qui permettent effectivement au capital et aux oligarques d'agir sans avoir de rendre compte à des nationaux préoccupés par leurs propres intérêts. Une telle donne impose aux petits pays d'avoir un partenariat stratégique avec les pays des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Sixième principe, doter le parti d'une feuille de route diplomatique et ses envoyés de lettres de mission. Dans sa fonction de diplomate, l'envoyé du parti doit connaître ses limites. Jusqu'où il peut aller, jusqu'où il peut entrer, quelle porte peut lui être ouverte ou pas, et savoir privilégier les démarches souterraines de lobbying. Oui, ayant été ambassadeur en France, à Paris particulièrement, j'ai pu voir malheureusement des camarades, peut-être de bonne volonté, mais qui exigeaient de l'ambassadeur d'avoir des rendez-vous, qui à l'Élysée, qui au Quai d'Orsay, qui avec des ministres de tel ou tel niveau. Le parti doit doter ses envoyés de lettres de mission.
dans le cadre d'une feuille de route diplomatique très précise. Ceci assurera du crédit à nos émissaires à l'extérieur. Quatrième et dernier point, sur la nature et les directions des démarches diplomatiques spécifiques pour la libération du président Laurent Gbagbo. Des démarches diplomatiques assidues devraient s'envisager en direction des partis politiques, des hautes personnalités des pays ou des grands médias des pays des BRICS que j'ai signalé tout à l'heure. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, mais aussi en direction de ceux qui, ayant montré une bonne disposition vis-à-vis de la question de l'impartialité de la CPI et sur la question de la libération du président Gbagbo qui s'impose, cela d'abord par une saisine de leur ambassade sur place à Abidjan. Ensuite, ces envoyés du parti pourraient être mis en mission dans ces pays à partir de la Côte d'Ivoire, mais aussi à partir d'autres pays africains ou d'autres pays occidentaux. Ce pourraient être alors des représentants du FPI à l'extérieur, des camarades, membres de la direction du parti dans la diaspora ou en exil, qui pourraient être des personnalités mises en mission pour minimiser le nombre de coups dans le contexte actuel. Mais, bien entendu, sous une feuille de route bien précise et suivie par la direction du parti. En conclusion, le présent est certes difficile pour les combattants des libertés. Il a pour nom prison, exil, mort programmée pour de nombreux pro-Gbagbo. À ce stade de mon exposé, il me vient en mémoire la triste disparition de notre camarade Guédé Zadi, un des nôtres, un de plus, qui était avec nous en exil à Accra. Il a été mon compagnon de cellule après notre arrestation lors d'un 18 février où le président Laurent Gbagbo lui-même a failli être assassiné. Guédé Zadi j'ai appartenu plutôt avec Guédé Zadi à la même direction de campagne présidentielle du président Laurent Gbagbo dans le fromager. Un grand frère, un combattant est tombé. J'ai en mémoire l'image de ce grand combattant. Des moments difficiles vécus par les combattants des libertés, prison, exil, mort programmée. Mais ces moments difficiles ne doivent pas fonder pour autant la raison des adeptes des raccourcis, comme ceux qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Dans ce combat pour les libertés, la souveraineté nationale, la démocratie et la justice sociale, nous devons avoir toujours en tête cette pensée. La pensée de Bertolt Brecht, et je cite, « Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. » Oui. Camarades, vous êtes réunis à Vérone pour donner quelques éléments de réflexion, de nos réflexions ici à l'extérieur, dans le cadre de la diaspora, au parti à la direction nationale. J'aurais voulu être de ce séminaire dont je suis un des membres du comité d'organisation et du comité scientifique dont j'assume les charges de la présidence. Au dernier moment, j'ai eu des empêchements qui n'ont pas permis que je sois avec vous. Je vous souhaite donc de conduire ce séminaire-là à son terme avec succès, plein succès, et à revendiquer, mais au-delà des revendications, à poser des actes, à demander que des actes soient posés pour que, enfin, nous obtenions la liberté du président Laurent Gbagbo. Je vous remercie.